quel malheur. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, c'est un webinaire enfin, un atelier de travail dans le cadre de Baobab. Je vous rappelle que c'est un Oui, programme qu'on mène avec l'ADEME, avec Marie, Jean Mougin qui est présente et avec l'AREC Occitanie. Et le travail qu'on fait, nous, au RADESE, c'est d'animer l'activité en région. On va rencontrer pas mal de structures d'accompagnement à la rénovation. C'est le sujet du programme Baobab, hein, accompagner la rénovation des bâtiments publics. Et dans le cadre de ces échanges qu'on a avec vous, on récolte les bonnes paroles, les bonnes pratiques, mais aussi les demandes des uns et des autres. Et on essaie de mettre face à face ceux qui ont déjà des exemples ou des bonnes pratiques, et puis de l'autre côté, ceux qui sont en demande. Au stade actuel de donc, on vous communique assez régulièrement l'avancée du programme, les programmes de travail qu'on vous propose, des formations, des ateliers, des choses comme ça. Au stade où on en est aujourd'hui, on, on répartit le service dans quatre grands axes. Il y a l'axe métier, c'est ce qu'on appelle nous aussi le commissionnement, c'est-à-dire comment on accompagne un projet de rénovation de bâtiments publics au quotidien. Et donc ça, c'est le premier axe et c'est celui qu'on a le plus développé jusqu'à présent. Et puis, on rajoute petit à petit trois autres axes, hein. Un axe sur l'organisation interne des structures, c'est-à-dire comment ce service prend place dans la structure. Et une question qui va être l'objet d'un prochain webinaire. On a déjà commencé un petit peu au mois de juin, mais on en refera un en décembre sans doute, sur comment j'arrive à convaincre mes élus qu'il faut développer un service dans ma structure. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe. Donc le service dans la structure. Un autre sujet qu'on aborde petit à petit, c'est le service dans son environnement, dans le jeu d'acteur territorial, où on va toucher la relation aux financeurs, la relation aux autres organisations, par exemple entre un syndicat et les EPCI, ou entre un syndicat et une LTE, ou bien les trois ensemble, ou bien d'autres acteurs comme les agences d'ingénierie territoriale. Et puis le dernier axe, c'est l'axe financier, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et voilà, donc au cours des échanges qu'on a eus au printemps, moi j'ai été marqué par le fait que historiquement, j'avais en tête que euh, enfin, les syndicats avaient une première expérience de financement de la rénovation énergétique, enfin d'apport de financement interne aux syndicats pour financer les projets de rénovation. Et il m'est apparu en vous écoutant que finalement, il y avait plusieurs sortes de stratégies qui pouvaient être menées par les syndicats. Et vous en avez deux aujourd'hui qui vont être présentées. Une stratégie est présentée par le SD07, qui est une stratégie de financement à l'action, mais avec en arrière-plan quand même la rénovation globale et les travaux globaux. Et Julien nous expliquera comment il embarque l'un dans l'autre et en quoi tout le bénéfice qu'il tire de sa façon de formuler l'aide du syndicat. L'autre, c'est l'exemple du ciel qui, à un moment donné, a rassemblé les forces vives du financement C2E et s'est dit, après tout, sur cette base-là, je vais monter un AMI de rénovation de bâtiments publics dans la Loire. Et comme il y a plusieurs années de stock, il nous présentera où est-ce qu'ils en sont et comment ça se fait. Ils ne sont pas les seuls, hein, l'un et l'autre. Il y a d'autres départements, la Savoie, enfin les syndicats de Savoie, de Haute-Savoie, de l'Isère sont aussi porteurs, de la Drôme aussi sont porteurs de financements comme cela. Et puis, je suis très content d'avoir le Grésivaudan parce que finalement, c'est un des seuls exemples qu'on a où un EPCI constitue une action de financement de la rénovation énergétique sur le patrimoine de ses communes. Et donc là aussi, on verra comment il s'est organisé. Et donc ça nous montre que finalement, il n'y a pas que les syndicats. Les syndicats sont un exemple particulier du financement de la rénovation énergétique des patrimoines des communes, mais les EPCI peuvent aussi avoir leur mot à dire. Et puis, on peut même prévoir, pourquoi pas,
d'avoir dans certains départements une espèce de complémentarité entre un syndicat d'énergie qui s'associerait aussi avec des territoires pour rajouter une couche sur certains territoires et ça pourrait être vraiment très positif. Donc on va commencer par le syndicat de l'Ardèche parce que c'est une action qui est dédiée, enfin c'est un financement qui est dédié à l'action. Ensuite, on passera au Grésivaudan, où là, on a un exemple à l'échelle d'un territoire d'un AMI de rénovation de bâtiments. Il y a aussi une grande expérience, enfin plusieurs années d'histoire. Et puis on finira avec le cas de la Loire, où là l'AMI est destinée à l'ensemble des collectivités de la Loire et tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. On démarre, Julien, si tu veux, à moins que quelqu'un ait une remarque, une question. On travaille avec le chat, mais on n'est pas très très nombreux dans la partie. Donc chacun fait la présentation. Après, on fait les questions-réponses et on pourra les faire à la fois dans le chat, mais on pourra aussi ouvrir les micros. On se connaît, on n'est pas très nombreux, ce sera efficace. Allez, vas-y, Julien. Ok, je t'entends. Est-ce que vous voyez bien vous voyez mon Ouais, écran là du coup? super. C'est très Ok, super. Donc effectivement, je vais vous présenter du coup le dispositif d'aide qu'on a mis en place, sachant que nous on l'a mis en place en 2015. Ça commence un petit peu à dater. Du coup, on a pu déjà faire des modifications, des améliorations dessus. Nous, la motivation, l'historique qu'on avait dessus, c'était qu'on accompagnait les communes pour la réalisation d'études énergétiques. On le faisait en interne. Et on proposait la mise en place d'actions d'économie d'énergie. La limite de ce fonctionnement-là, c'est déjà c'était chronophage. On était deux à faire ça, on faisait une quinzaine d'études par an, par plus. Finalement c'était gratuit. Du coup, comme c'était gratuit, ça valait pas grand-chose. On avait des communes qui nous demandaient un petit peu pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire, mais c'était pas en lien avec un programme d'amélioration du patrimoine. Du coup, c'était pas forcément suivi d'essais. Quand c'était suivi des faits, bah, on ne le savait pas. Parce que du coup, on voyait pas les communes nous appelaient pas quand ils faisaient quand ils passaient à l'acte. Euh, et en fait, quand ils passaient à l'acte, en général, quand ils nous faisaient le retour, c'est parce qu'il y avait des problèmes de conception. C'est parce que ça avait été mal mis, ça avait été mal fait. Ils venaient nous appeler en nous disant, bah voilà, là ça marche pas. Comment on peut faire pour que ce soit bien posé? Et nous, on arrivait en disant, bah finalement, ils n'ont pas mis assez d'isolant dans le mur, mais ça devient compliqué après de reprendre ce qui est dessus. Après, nous, notre service enfin, était aussi devenu, entre guillemets, on avait une participation financière sur l'intégralité du service. On pouvait pas être partout. Parce qu'effectivement, on était deux sur 335 communes. Ça limite un peu les choses. Donc, on se disait, bah, là, on n'est pas forcément les plus efficaces. On n'arrive pas à mailler tout le syndicat. Et on avait aussi un dernier point, c'est quand des fois les communes qui étaient les plus intéressées nous disaient bah, on aimerait bien que vous soyez autour de la table, et bah, on avait une difficulté de d'être accompagnateur en fait du projet, parce que du coup on était un petit peu le grain de sable qui venait poser problème. Et en général, les équipes d'architectes, pardon, les, les équipes d'architectes faisaient comprendre à la commune qu'on n'était pas forcément les bienvenus quand on disait qu'ils n'avaient pas forcément bien fait leur travail. Et on n'avait pas vraiment de légitimité à être autour de la table. Mais bon, ça, c'est des points qui avaient déjà été abordés par d'autres, dans d'autres réunions. Du coup, la décision qui a été prise dessus, c'est de se dire, bon, on va mettre en place une subvention pour être vraiment au cœur du suivi des projets et on va vraiment apporter notre aide au moment où la commune veut réaliser des travaux pour vraiment les accompagner à ce moment-là. Euh, du coup, on a commencé ouais, en 2016 la première année effective de fonctionnement. On était parti sur quelque chose de finalement assez simple, hein. Il fallait que la commune soit adhérente à sa compétence optionnelle. À l'époque, on était à 40 centimes d'euros par an par habitant. Il fallait que la commune ait signé une convention de cession. Il fallait pas qu'ils aient engagé de travaux, donc pas de signature de devis, ce qui nous permettait, nous, d'un point de vue C2E, de récupérer le rôle actif et d'avoir aussi un temps pour faire notre conseil. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là où on avait les devis qu'on pouvait modifier et requalifier les projets. Et au début, on était parti uniquement en disant, bon, bah, on va s'appuyer sur les certificats d'économie d'énergie, ce sera
la voiture balai de la qualité énergétique en Ardèche. On va au moins partir là-dessus. On essaiera d'aller plus loin, mais voilà, on met ça, ça nous permettra de ne pas avoir à négocier ce qui est éligible, pas éligible avec les communes, parce que des fois c'est un peu compliqué. Et donc, on trouvait que les C2E, c'était pas forcément assez intéressant financièrement, hein. On était entre 4 et 5 de valorisation par rapport au coût des actions. Donc, on s'est dit, bah, on va mettre une assiette de subvention à 50%, ce qui était déjà le cas sur nos autres actions en éclairage public, notamment. Donc, on a fait un peu une pied-collé de ce qui avait été fait en éclairage public. Donc on est financé on avait quatre tranches, donc de 0 à 20 000 euros à 50%, après à 30%, 20%, et après on redonnait la valorisation des C2E. Et on comptait pas les travaux d'économie, on comptait que ce qui était économie d'énergie, tout ce qui est travaux annexes, les reprises de peinture, les choses comme ça, l'électricité, on les sortait du coup des subventions. On souhaitait partir sur un pourcentage, ça nous permet quand on leur dit bah, finalement vous en mettez plus. Vous mettez plus d'isolant, ils gagnent pas forcément plus de C2E QMAC, mais nous, on vient faire l'effort supplémentaire pour les aider financièrement. Euh, très rapidement, on a pu voir Combien que t'as ça mis, nous... excuse-moi, tu nous rappelles combien tu avais de communes? Donc là, tu as mis 500 000 euros en 2016, tu as Ouais, 200 et quelques communes, ouais, à peu près, oui. juste pour avoir l'ordre d'idée, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, je leur parlerai après. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est à peu près l'ordre d'idée, quoi. En sachant que du coup, on est à peu près sur l'ordre d'une centaine de dossiers par an qu'on accompagne. Donc on a fait x10 par rapport à ce qu'on accompagnait avant, quoi. C'est plutôt... Enfin, quand on faisait des études, j'entends. Ouais. Le premier retour de positionnement vraiment stratégique qu'on a eu, on s'en est rendu compte assez rapidement, c'est que du coup, on a une vraie légitimité du SDE auprès des communes et ça nous permet vraiment d'avoir un œil critique sur l'ensemble des projets et pas uniquement auprès des acteurs les plus motivés. Avant, on avait toujours un peu les mêmes qui nous demandaient des trucs. Là, on vient vraiment travailler, même avec ceux qui nous disent ça, c'est pas pour moi la rénovation. Enfin, voilà, les toutes petites communes se sentent pas des fois légitimes à faire des actions et à demander des financements. Là, ça nous a au moins permis de vraiment récupérer tout le monde. Du coup, on a une communication forte auprès des communes, ce qui nous permet maintenant enfin, d'inviter aux inaugurations. On a beaucoup d'articles presse, on a fait des concours aussi avec des remises de chèques géantes qu'on faisait quand il y avait les différentes réunions du syndicat. Et le seul but, c'était de bah, la personne qui arrivait, qui avait ou un prix ou un chèque géant, bah, ceux qui n'avaient pas de chèque, ils se disent bah, moi aussi, je voudrais bien avoir un chèque. Et du coup, ils nous appellent en disant bah, comment je peux faire pour avoir des aides sur la rénovation. On a aussi une information de l'activité du territoire. Parce que c'est un très bon indicateur, le C de The QMAC sur ce qui se passe. Ça permet de savoir ce qui se passe, de savoir à quel prix. Et du coup, on est vite rentré en fait en rouage entre les communes et les intercos. Toutes les intercos qui commençaient à apporter du coup leur plan climat, air, énergie, territoire, qui rentraient dans les démarches TPOS, TEPCV, des choses comme ça. En fait, c'est un indicateur assez fiable de l'activité de la rénovation des bâtiments publics sur leur territoire. Et c'est les choses qu'ils avaient du mal à mesurer dessus. Ça nous a aussi permis de travailler sur la montée en compétence des acteurs de la rénovation, parce que du coup, en demandant des critères techniques plus exigeants, on a rencontré les architectes, les bureaux d'études, les différentes entreprises qui travaillent dessus. Ça nous a permis de leur rappeler pourquoi on demandait ça. On a aussi une reconnaissance des financeurs institutionnels. Et ça, c'était le truc qu'on n'avait pas forcément perçu au départ, mais qui, du coup, maintenant, on se retrouve à faire un tour de table avec tous les financeurs du territoire, parce il y a des règles publiques faut pas dépasser 80% des aides publiques, hein, c'est l'article 1112 du CGCT. Et du coup, ça nous permet de discuter avec eux, de faire un point, de croiser vraiment toutes les données. Et du coup, bah, nous, ça nous permet de récupérer des dossiers quand on voit qu'ils sont financés, notamment des ETR et qu'il n'y a pas de subvention chez nous. Ça nous permet de les rattraper. Et maintenant, ça nous permet, quand nous voit les dossiers qui, comme on le sait que ça pourrait être éligible DETR ou fonds vert, ça nous permet de faire de l'ingénierie financière et de les réorienter et de les accompagner par rapport à ça. Ça nous permet aussi de valider nos différents engagements, hein. Ça permet de communiquer très facilement sur l'action énergie auprès des institutions, l'ADEME, la région, Acté. Pour ceux qui portent des programmes actés en ce moment, ils sont en demande des retours de passage à l'acte. Bah, du coup, comme nous, on vient financer derrière, ça nous permet d'avoir l'information, ce qui des fois était un petit peu compliqué par rapport à ça. Et du coup, quand on fait des rapports de suivi de consommation, bah, du coup, dans nos rapports de suivi de consommation, on vient dire bah, voilà les actions aussi qui ont été portées, qui ont été menées.
Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un suivi d'indicateurs de performance, hein. Ça nous permet d'avoir aussi une meilleure connaissance des coûts pratiqués sur le territoire, parce qu'on a maintenant on a dû avoir plus de. Enfin, on voit vraiment passer, ça se compte en millions d'euros, hein, ce qu'on voit passer en les factures, les devis. Du coup, on sait quelle action se fait à quel prix sur notre département. Et du coup, ça nous permet d'être plus fin par rapport à ça. Et c'est aussi un outil préparatoire intéressant pour faire des groupements de travaux. Alors ça, on l'a toujours pas sorti, mais voilà, on a toujours ça un petit peu dans le coin de la tête en se disant, bon, à un moment donné, si on veut s'organiser pour faire une action coup de poing sur l'isolation des combles ou des choses comme ça, ça nous permet déjà d'avoir une vraie belle base de travail pour faire ça. Au bout de 4-5 ans, on s'est quand même rendu compte que malgré tout, il y avait quand même des limites sur tout ça, parce que du coup, on avait une enveloppe de 500 000 euros, mais qui était assez vite consommée, surtout en fin d'année, en fait. On prenait l'enveloppe assez rapidement, et finalement, de s'appliquer sur les C2E, on avait fait ça pour se protéger finalement, en disant, bah, comme ça, on n'aura pas à négocier avec les communes de pourquoi ça c'est éligible et ça c'est pas éligible. On s'est quand même rendu compte qu'on avait des effets pervers à l'époque qui nous plaisaient pas bien. Et on avait l'exemple notamment, il y avait une fiche C2E pour les chaufferies fuel, mais pas pour le remplacement de chaudières granulées bois, parce que c'était considéré comme une ENR et pas comme ça faisait pas des économies d'énergie, même si le rendement était meilleur. Et du coup, bah, les communes qui y arrivaient en disant bah, je voudrais mettre une chaudière granulée bois, je disais bah non, je peux pas financer. Ils disent, bah, on va mettre du fuel. Je dis bah bonne nouvelle, on vous finance. Et ça me plaisait pas trop. Parce que ça allait pas dans le sens de l'histoire de rester au fuel là où nous on aurait quand même préféré qu'ils aillent au bois. Pareil, il y avait des petites difficultés d'interprétation quand on était sur des appartements dans des bâtiments tertiaires. Voilà, un logement de gardien, on savait pas dans quelle case le mettre. Enfin, voilà, c'est des choses un peu compliquées que du coup on n'aidait pas parce qu'on restait vraiment figé sur le fait d'être sur les ZC2E et du coup on s'est dit bon bah, on va se décaler, on va se séparer un petit peu on va décorréler nos aides des critères C2E pour vraiment avoir notre propre politique d'aide sur le territoire. Du coup, enfin, on a une commission énergie hein, qui s'est réunie par rapport à ça. Et donc, en fait, on a élargi certains des critères techniques. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin, on est allé plus loin. On vient aider des choses sur certaines techniques qui sont pas dessus. On a créé des travaux supplémentaires. Donc, voilà, il y a, par exemple, on a des portes avec un niveau d'isolation dans le public, ça n'existait pas. Il n'y a pas de fichier de eux par rapport à ça. Et c'est pareil, ça nous embêtait un peu parce qu'ils nous disaient, des fois, nous, on allait sur site, on voyait qu'il y avait un problème avec la porte qui n'était pas isolée, qui faisait vraiment une vraie entrée d'air très désagréable et on ne pouvait pas les aider là-dessus. Donc, on s'est dit, bon, bah, allez, on va le financer là-dessus. Et ce que je disais tout à l'heure, on a mis des restrictions sur des fiches existantes. Ça veut dire que bah, le fuel, maintenant, on ne l'aide plus. On a simplifié aussi notre plafonnement de subvention. On a mis une seule ligne. Donc, maintenant, c'est 30. On est à 50% jusqu'à 30 000 euros. Ça fait 15 000 euros. Par contre, on est allé un petit peu. On a souhaité aussi mettre des trucs un petit peu au-delà. C'est-à-dire qu'on a mis des bonus qui nous semblaient aller dans le bon sens de la réglementation environnementale. Ça veut dire que si on vient utiliser des matériaux biosourcés pour les murs, la toiture et le plancher, on apporte une valorisation supplémentaire. Si on fait alors on appelle ça le bonus trio, si on fait des grappes de projet, si on vient isoler les murs, menuiserie et la VMC pour justement éviter qu'il y ait des problèmes d'arrivée d'humidité dans le bâtiment, à ce moment-là, on vient aussi mettre une bonification. L'idée, c'est de dire de pas faire que des actions simples. Et après, on appelle ça le bonus brio, parce que c'est du biosourcé et trio. Ça fait beaucoup rire. Mais donc, du coup, là, c'est une grappe de projet biosourcée. Donc, ça veut dire on change les murs, la menuiserie et la VMC. Et à ce moment-là, on monte à 75% d'aide sur le taux. Comme disait Laurent, effectivement, on essaye de rentrer ça vraiment dans une logique vraiment globale d'activité du service. C'est-à-dire que nous, on est vraiment reparti au centre, hein, c'est la contrainte politique, enfin la contrainte, la demande politique, hein, c'est d'accompagner le territoire de l'Ardèche. On a recensé, nous, les principales contraintes qu'on pouvait avoir, hein, et les différents engagements, hein, c'est les obligations des PCAET, la fin des TRV, les décrets écotertiaires, les problématiques de qualité de l'air, des choses comme ça, décret BAX, la loi APER et choses. Et en fait, en face, on est venu mettre une réponse du service qu'on a organisé en conséquence. Donc, on a organisé en 4 pôles. Un premier pôle de planification de transition énergétique, là, qui est plutôt orienté sur les intercommunalités, mais ça a quand même un lien avec
avec ce qu'on fait là, dans le sens où aujourd'hui, il faut que les actions pour pouvoir avoir des aides, elles soient inscrites dans les contrats pour alors c'est réussite maintenant, la transition énergétique, le CRTE. Et donc, du coup, on vient travailler, nous, sur les PCAET, et on leur rappelle bah, qu'il faut qu'ils inscrivent ce qu'ils ont prévu de faire en termes de rénovation dans le CRTE pour après avoir des aides. On les accompagne sur les groupements d'achat d'énergie, où du coup, ça nous permet de faire le suivi de consommation d'énergie, qui nous permet de s'assurer que les économies d'énergie après travaux soient bien réalisées. Et après, on a un troisième pôle, donc c'est celui-là qui travaille dessus. On a du coup un pôle maîtrise de l'énergie, où avec notamment le programme Acté aujourd'hui, on fait les audits énergétiques qui permet de savoir quelles sont les actions qui doivent être réalisées pour rentrer dans les objectifs du décret éco-tertiaire. Et donc, c'est ces objectifs-là qui viennent après, qui doivent faire remonter dans leur CRTE pour après faciliter les aides financières avec le fonds vert et DETR des îles. On travaille sur la qualité de l'air, notamment sur la rénovation, parce qu'en plus en Ardèche, on a une grosse problématique avec le radon, donc on essaie de bien prendre ça en compte. Et du coup, on vient, une fois que l'idée, c'est de se dire, bah voilà, une fois que l'audit a été réalisé, on vient nous financer ces actions-là avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie pour qu'il y ait les travaux. On, on essaye aussi de prendre l'obligation, et qui est aussi une contrainte, hein, au début, quand on l'a pris, de l'obligation des contrôles des travaux certificats d'économie d'énergie. Finalement, nous, on essaye de le tourner en opportunité. C'est qu'on se rend compte sur des petites communes qui n'ont pas de service technique, ils ne savent pas faire les opérations préalables à réception de travaux. C'est vraiment quelque chose où ils sont à côté. Et le fait d'avoir un bureau d'études qui soit COFRAC, qui vienne vérifier les quantités, la mise en œuvre selon les règles de l'art, et ben finalement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour nous, dans le sens où ça permet après de discuter avec l'entreprise ou avec ou avec l'équipe de maîtrise d'œuvre derrière en disant, bon, bah voilà, là, il y a une non-conformité, il y a quelque chose qui ne va pas, les quantités sont pas bons. Et du coup, ça permet de renégocier derrière avec l'entreprise. Et nous, on est entre guillemets protégé par le bureau de contrôle qui, du coup, en plus, enfin, c'est Quali-Consult, hein, qui a pignon sur rue. Et du coup, c'est difficile de dire, bah non, ils savent pas faire ou ils ont mal mesuré, quoi. Il y a un rapport officiel qui a été fait, ça nous permet de ramener ça tout ça. Et après, derrière, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que aujourd'hui, on essaie de rentrer ces communes-là dans un marché de un marché de performance énergétique service. On met en place un marché groupé d'exploitation chauffage avec du coup un intéressement à la consommation. Et du coup, ce qui nous permet de s'assurer derrière, c'est un peu comme ça qu'on fait notre commissionnement. Finalement, on s'assure qu'il y ait les économies d'énergie qui viennent dessus. Et après, on part avec un peu l'énergie renouvelable où du coup, on vient financer avec le CCR et on porte de la maîtrise d'ouvrage sur ça. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment que tout rentre dans ce cercle-là. Et c'est pas juste, on vient sortir la subvention en disant on est juste un financeur. C'est vraiment, on intègre ça dans un accompagnement technique également dessus, ce qui aussi nous légitime sur la présence du service dans les projets de rénovation. C'est qu'au moment où on vient, on change les choses, ben, on dit bah, vous pouvez faire du photovoltaïque ou un réseau de chaleur bois sur le site. Enfin, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une vraie proximité et d'accompagner ça, et en plus on apporte du financement là-dessus. En termes de modification de nos aides, on s'est vite rendu compte que on était vraiment dans la loi de Pareto, hein, c'est-à-dire qu'on avait 30% des plus gros dossiers qui consommaient 70% de l'enveloppe. Et du coup, on aidait beaucoup les gros dossiers. Et en fait, les gros dossiers, on se rendait compte qu'ils avaient d'autres aides à côté, notamment des ETR, des îles, et puis maintenant Fonds Vert. Et du coup, notre taux d'aide était vraiment minime par rapport à eux, quoi. On arrivait avec 20, 24 000 euros, là où ils touchaient des 80, 100 000 euros de l'État à côté. Du coup, on n'avait pas un effet levier très intéressant. Ça nous consommait toute notre enveloppe. Par contre, les retours qu'on avait des autres financeurs, c'est qu'ils n'avaient pas la capacité technique d'accompagner ces projets. La préfecture, les services de la DDT, ils voient ça un petit peu de loin et ils nous disent, bah nous, on ne sait pas trop si c'est fait, si c'est bien fait. Et finalement, l'accompagnement que nous, on apporte, de vérifier que les critères techniques soient bons, le fait de faire les opérations préalables de réception de travaux avec le bureau de contrôle COFRAC, eh ben, finalement, c'est quelque chose qui leur plaît bien. Et du coup, ça nous facilite les choses. Et donc, on s'est dit, ben, nous, on va se dégager finalement de ces gros travaux, on va moins les financer.
On va toujours continuer à les financer, mais du coup, on va être plus sur de la recherche de financement complémentaire pour ces projets-là. C'est-à-dire qu'on va aider à ce qu'ils aient plus de financement avec la DETR, avec les autres financeurs, en étant nous sur le terrain et en rassurant finalement les autres financeurs sur la qualité de ce qui a été fait. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme ça qu'on a dimensionné notre aide, c'est qu'on est venu donner plus sur 80% des bâtiments qui en Ardèche font moins de 400 mètres carrés, hein, c'est quand même sur un département très rural avec finalement des petits bâtiments. Et donc, on vient moins donner sur les gros bâtiments dessus euh, mais, mais on les accompagne toujours en étant là pour leur trouver du financement. Du coup, ce que je rappelais là tout à l'heure, bah, c'est effectivement c'est que le contrôle C2E, nous, enfin, moi je considère vraiment que c'est une chance aujourd'hui de faire ça, parce que du coup, ça nous a permis de leur faire payer finalement un contrôle qui finalement pas si cher que ça. En général, on est à peu près à 250 euros sur la prestation, et comme on vient donner 50%, finalement, ça passe relativement bien. Et ça permet vraiment d'avoir une vraie négociation avec les entreprises sous couvert du coup du contrôle COFRAC. Et c'est vrai que là, pour le coup, nous, on le généralise maintenant. On fait pas jouer nos dérogations, on essaie vraiment de, de, ouais, de le mettre de partout pour vraiment suivre tout ça, en sachant que bah, du coup, à chaque fois, nos CE, enfin, les économes de flux maintenant, vont accompagner le bureau d'études et font la visite pour bien s'assurer que ça a bien été fait et pour aussi donner des conseils de comment il faut faire ça. Donc aujourd'hui, en termes de bilan, bah, nous, ce que ça nous a permis de voir, c'est de se recentrer sur les aides, du coup, sur les petits bâtiments qui avant ne bénéficiaient pas d'autres, enfin, qui bénéficient pas d'autres aides. Les gros bâtiments, on les accompagne en recherche de financement supplémentaire, et c'est ceux-là qu'on essaie de passer en marché de CPE service, enfin, en performance énergétique. Et on a essayé de limiter du coup les effets pervers des C2E en élargissant et en restreignant certaines fiches qu'on amène dessus. Et donc, si on regarde depuis qu'on a modifié notre règlement depuis 2020, on a suivi 529 dossiers. Ça représente à peu près 10 millions d'euros de travaux, 9 millions 972 là. En sachant que nous, derrière, on prévoit une enveloppe de 2,8 millions d'euros de subventions pour accompagner ces projets. Et grosso modo, pour dire les grands chiffres, c'est 3,5 millions d'euros de remplacement de fenêtres, 3,3 millions d'isolation de murs, 800 000 euros d'isolation de combles et 400 000 euros de VMC double flux. C'est nos grands, c'est nos quatre plus grands postes qu'on vient financer là sur les communes. Donc on se rend compte que ça marche quand même assez bien, parce que ça parle vraiment comme des gros chiffres hein, qui sont derrière. Et donc là, l'idée, l'objectif à venir, là où on veut vraiment, ça c'est des choses qu'on fait pas forcément très bien encore, mais qu'on aimerait vraiment aller plus loin, c'est vraiment d'accompagner plus en lien avec les audits énergétiques portés par le service pour atteindre les objectifs enfin de décret éco-tertiaire. Euh, Aujourd'hui, tout est éligible. On est en train de voir, à se demander si maintenant, voilà, depuis que maintenant on les a accompagnés, qu'on a fait tous les petits travaux, ça fait plus de 10 ans qu'on les aide à faire ça. On se dit maintenant, est-ce qu'on va pas mettre une conditionnalité en disant, bah, vous pouvez toujours faire un seul ligne de travaux, mais par contre, ce qu'on vous demande de faire, c'est qu'il soit dans l'audit énergétique au niveau où on a demandé de l'audit énergétique. C'est-à-dire que quand on fait un audit et qu'on isole, donc on isole les murs, on n'est plus du tout sur les niveaux du C2E. En général, on est plutôt sur un R de 4, 4,5, quoi. Donc l'idée, c'est de dire il faut que les exigences qu'on va vous demander ils soient conformes aux exigences qui ont été demandées dans l'audit énergétique qui vous demande d'atteindre les objectifs du décret écotertiaire. On essaye aussi de prendre plus en compte la qualité de l'air et la problématique radon. Parce qu'on se rend compte que bah, on a encore eu des travaux où avant ils avaient pas de problème, et puis le fait de venir finalement isoler le bâtiment, bah, ça a relevé des problématiques radon et des problématiques par rapport à tout ça. Et l'idée là, c'est on va vraiment ouvrir là notre marché de performance via le marché d'exploitation chauffage. Donc là, on va vraiment essayer de pousser en disant, bah voilà, votre bâtiment il devient un peu plus complexe à prendre, et donc on va essayer de s'assurer de la garantie de l'atteinte des objectifs de réduction d'économie d'énergie en faisant un marché de type, on va dire MTI.
Voilà ce que je pouvais dire du coup Merci de nos beaucoup, aides. Julien. C'est super, c'est parfait. Est-ce que, il y a des questions directement à Julien? Vous pouvez ouvrir les micros et les poser direct, hein. Ou sinon utiliser le chat comme vous voulez. Je commence, moi j'en avais une sur Oui. est-ce que vous traitez les coûts de travaux? C'est une grosse demande qu'on a de beaucoup d'acteurs qui dit c'est toujours difficile d'évaluer les coûts de travaux. Du coup, vous avez beaucoup de devis là ou de factures même. Ouais, oui, Et vous les traitez, vous les mettez dans une base. oui. Qu'est-ce que vous en faites? En fait, comment ça marche? On les saisit tous. Du coup, j'ai une énorme base voilà, qui me permet de faire des questions pour savoir combien de terrains de foot on a isolés. Euh, mais oui, on a une base avec les prix. On sait les prix au mètre carré. On a un peu toutes les actions. Waouh. Bon, Donc on on a viendra vers une. vous. On est en train d'essayer d'entamer un Ouais, travail avec l'INSA là, ouais, pour que des étudiants normalisent un peu ce genre ouais. de choses. Voilà. Bon, Ouais, super. on a une très grosse. Je sais pas combien de lignes on a. Mais on a plus de 1000 lignes de coûts de Waouh. travaux. Dans la durée et puis dans l'espace, parce que du coup, enfin, on travaille sur un département entier, les coûts vallée du Rhône ne sont pas tout à fait les mêmes que La vraiment montagne. perdus ouais, dans la montagne, un peu perdu, quoi. Donc voilà, on a une base de données qui est super intéressante, hein. À chaque fois qu'on s'y penche, on apprend toujours plein de choses. Mais c'est vrai que si on a une vraie analyse, moi je suis aussi preneur de Super. ce qui peut être Ben, on fait, ouais. viendra vers toi. On D'autres pourra te la filer, questions? ouais. Laissez-nous pas papoter tous les deux là. Julien, pour TE38, moi j'ai une petite question sur les contrôles. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est aux communes de les faire, les contrôles, et vous le mettez dans l'assiette de calcul de la subvention? Non, moi j'ai passé un marché, c'est moi qui fais le C'est contrôle. toi qui as le marché, d'accord? En fait, vu que alors, je vais rentrer un peu ça va être un peu technique. Comme j'ai le RAI, j'ai le rôle actif incitatif, ça veut Oui, dire que tout à fait. c'est moi qui suis responsable C'est ça. du dépôt. Du coup, c'est moi qui paye, qui exécute directement le marché. Donc, on est avec Cali Consult. On fait le contrôle conjointement, du coup, avec la commune, en sachant qu'on a ouvert, il y a la DDTE, on leur donne les dates et de temps en temps, ils viennent les dossiers qu'ils aident, en D'accord. fait, qu'ils aident, du coup, ils viennent. Ils sont contents de voir ça. Et comme en général, on y reste bien 1 à 2 heures, voire une demi-journée en fonction des fiches à contrôler. Eux, ça leur permet de s'assurer aussi que l'argent qu'ils ont donné était bien employé, que les travaux hein, ont bien été faits, ont été faits dans les règles de l'art avec les bons quantitatifs. Donc, ils sont plutôt preneurs et ça nous a beaucoup rapproché de la DDT de faire ça. Et après, bah, on vient modifier. En général, c'est plutôt, toi, quand tu as l'isolant, en général, ils comptent vite pour plein ou des choses comme ça, en isolation de murs, des choses comme ça. Mm. Donc on vient remodifier après derrière l'attestation sur l'honneur pour remettre la surface du contrôle et on joint le Mm. contrôle avec ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc, du coup, les contrôles, vous les faites Ouais, systématiquement. C'est pas oui, un échantillon comme le non, demandent les C2E en disant prenez ouais, 25% des je fais opérations. tout. Tu fais Ouais, 100%. je fais C'est la question 100%. Ouais. qu'on est en train de se poser, nous, en disant le surcoût est peut-être pas si impressionnant de dire on prend 100% et l'intérêt, par contre, il est là pour tous les travaux. Du coup, ouais, parce qu'en fait, nous au début, il y a des fois on allait et en fait quand tu vas voir l'entreprise et que tu lui dis bah là ça n'a pas été bien fait, le mec il te regarde, il dit bon t'es un syndicat d'énergie, t'es gentil, reste à ta place quoi. Quand t'as Quali Consult qui te fait un rapport où c'est marqué non conforme, Mm. c'est Ça le un fait peu plus, bouger. ouais, c'est un peu plus compliqué de dire ouais, Quali Consult, ils savent pas faire, alors que les, les, les entreprises qui sont là, forcément, ils ont un chantier, il y a Quali Consult qui est derrière où ils sont. Donc ils peuvent pas dire non, tu connais pas ton métier, quoi, ça marche pas. Mm. Donc c'est Bon, plutôt c'est avec plutôt ça, bien et les communes ils sont plutôt contents parce que du coup il y a plein de communes où ils nous disaient au début ils nous disaient ouais c'est un coût en plus ça sert à rien et puis en fait quand on va dessus et qu'on a 40% de moins d'isolant qui a été posé par rapport à ce qu'il a payé, et qu'on lui donne en lui disant, bah ok, maintenant on va se mettre autour de la table, et puis on va se mettre autour de la table avec ton artisan, quoi. Et puis Mm. on va discuter. Et à chaque fois, le mec, ou il a fait une remise, ou il est revenu remettre l'isolant qui manquait. Tout à fait, Et ouais. du coup, les maires qui sont pas techniques, ils font confiance. Et puis quand les mecs ils montent dans les combles, ils vont pas dans les combles pour vérifier. Ils savent pas réceptionner un chantier, c'est un métier de réceptionner un chantier, quoi. Et de fait, quand tu as un économe de flux dont c'est le métier qui vient avec un bureau de contrôle,
bah, ça resserre le truc. Et après, quand tu négocies et que du coup, l'économe de flux est autour de la table et qui lui explique en disant qu'on va aller voir, ça va pas, bah, le mec, il dit, OK, on va trouver une solution, on va s'arranger, quoi. On va Et arrêter là ça se la fait. discussion sur les Ouais. contrôles, mais c'est vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Il y a une question Hum. dans le chat sur les ressources humaines pour suivre tous ces projets. Combien de personnes, comment ça s'organise? J'avais une personne et demie pour faire ça. Et là, 100 on en a, dossiers, donc t'as à peu près 100 dossiers par an, ouais. grosso modo. Et là, on en a embauché deux. J'ai deux nouveaux économes de flux là qui viennent d'arriver, qui du coup vont reprendre un peu la charge sur ça. Euh, c'est Oui, pas le temps de traitement. En fait, l'idée c'est de passer plus de temps avant et qu'on ait avec eux, vraiment monter en compétence le truc, quoi. cool. Ça Mais répond à la en question, fait, c'est du travail de Sylvie. CEP. En fait, le truc, c'est que moi, le travail de CEP, avant, on le faisait, il était un peu perdu. Et là, l'idée, c'est que les subventions, c'est le cheval de Troie pour dire l'économe de flux, il est autour de la table. L'économe de flux, il est légitime parce qu'il est financeur. On n'est pas dans des questions de je fais de l'AMO sans être AMO ou des choses comme ça. Je suis financeur. J'ai le droit d'être autour de la table. Et je viens vérifier les critères d'éligibilité. C'est de l'argent public, donc on vient vérifier le bon usage de l'argent public. Et du coup, ça assoit aussi notre raison d'être là, quoi. Ouais. Super, merci beaucoup. Je Ah, crois qu'on a appris beaucoup. On va passer du temps à digérer tout ça, nous, parce que ça touche beaucoup de sujets. Il y a énormément l'évolution dans le temps, la relation aux financeurs. On voit bien qu'il y a la mobilisation aussi des communes, la motivation des communes, ouais, l'attractivité, la légitimité de votre intervention. Il y a beaucoup, beaucoup de choses au-delà de ça. Même si on comprend bien qu'au début, il a fallu mettre quelques centaines de milliers d'euros sur la table, ce qui n'est pas à oui, disposition de tout le monde. Et on va laisser la parole maintenant. Donc, merci beaucoup. On va laisser la parole à Anne qui va nous expliquer comment la communauté de communes du Grésivaudan s'est débrouillée de son côté. Je crois que vous avez commencé grosso modo dans les mêmes périodes d'ailleurs. Ouais, alors oui, oui. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Ça vient. Alors, vous êtes en train de partager votre Alors, il est écran. marqué double-cliquer pour passer en mode plein écran ou un truc comme ça. Les autres, vous voyez? Ça charge. Ouais. Ah, Ah, c'est bon. ok. Alors, attends, par contre, moi, j'ai perdu mon écran. Ah oui. Ok. C'est bon là, ça passe? Ouais, c'est parfait. Ok. Alors, le Grésivaudan. Donc, nous, on est une communauté de communes. On est situé entre Grenoble et Chambéry. Grenoble au sud, Chambéry au nord. Elle a été créée en 2009. Donc, je vous donne quelques éléments. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait qu'on regroupe 43 communes de 264 habitants à 8500. Donc, autrement dit, je vais me mettre là, ça sera peut-être plus. Hop, 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 hop. Je reviens en arrière. Voilà. C'est parce que je vous regarde pas, mais c'est pas grave, je tourne la tête parce que j'ai pas Ça pas du va bon aller. côté. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on a donc effectivement des toutes petites communes. La plus petite, voilà, c'est 264 et la plus grosse, c'est 8500. Donc on n'est pas une communauté d'agglo, puisqu'on n'a pas de communes de plus de 15 000 habitants, mais quand même 43 communes. Voilà. Et ce qui est intéressant, on a depuis très longtemps une convention avec l'AGEDEN qui nous accompagne sur toutes nos réflexions concernant. Alors au début, on a beaucoup travaillé, même avant la création de la communauté de communes, dans le cadre du pays du Grésivaudan, qui était donc un pays selon la loi Voynet, qui a donc précédé la création de la communauté de communes pour lequel on a accompagné les particuliers. Et quand la commune s'est créée, il y a eu un renforcement de ce partenariat, puisque moi, je suis la seule pour m'occuper de la transition. Et du coup, voilà, ça nous a permis d'avoir un appui continu pour l'accompagnement des particuliers et un appui renforcé pour l'accompagnement des communes, où on faisait des ateliers, où on avait un peu de jours pour accompagner les communes, puisqu'à l'époque, il y avait des financements ADEME et régions sur le sujet. Voilà, donc on a cette convention et c'est un peu particulier parce qu'effectivement, comparativement aux syndicats d'énergie, c'est pas tout à fait la même manière de fonctionner, y compris en termes de communauté de communes.
et de conventions. Alors, je ne sais pas si Alix nous a rejoint. Oui, je suis là. Voilà, bah J'avais donc pas Alix, eu je vais le te lien. laisser rapidement expliquer Oui, le système des conventions d'objectifs. Donc Alix Baudot oui, qui est de la GEDEN. Et voilà, je préférais que ce soit lui qui explique cette notion de convention d'objectifs et la manière dont fonctionne la GEDEN sur le sujet. ouais, Donc je te laisse la parole. pas de souci. Merci, Anne. Donc bonjour tout le monde, donc Alex Baudot, chargé de mission à la GEDEN. Donc effectivement, nous c'est un peu particulier, on n'est pas un syndicat d'énergie, on est une association depuis plus de 40 ans sur le territoire de l'Isère. Et donc on fonctionne de la manière suivante, via ce schéma, donc via des conventions d'objectifs avec les territoires, donc les intercommunalités. Et donc sur les intercommunalités, on a plusieurs cibles que vous voyez affichées à l'écran. Et donc on travaille, donc moi je suis au pôle collectivité, et on travaille nous directement avec les communes, parce qu'on passe des conventions de temps avec les territoires. Et donc on a tant de temps à passer dans les communes sur chaque territoire différent, hors métropole, sur plusieurs thématiques, donc qui est principalement les sujets de sobriété énergétique et rénovation énergétique, avec aussi un volet développement des énergies renouvelables. Et ensuite, on a aussi différentes actions pour différentes cibles, parce qu'on a aussi, par exemple, le public scolaire, la sensibilisation dans les écoles, etc. Et pour rester sur le volet un peu collectivité, on a l'accompagnement des projets, des bâtiments publics, et aussi l'accompagnement de la stratégie territoriale, donc notamment dans les PCAET. Et donc dans ce cadre-là, vis-à-vis du Grésivaudan, il y a eu deux appels à projets que l'on suit maintenant depuis 2017, donc sur les bâtiments publics. Premier appel à projet et un deuxième appel à projet sur les logements communaux. Donc ça, je pense que Anne, tu vas pouvoir en Voilà. parler un petit peu plus. Donc pour nous, la GEDEN est un partenaire incontournable puisque on a besoin pour l'instant, comme on n'est pas capé en interne pour faire un certain nombre de suivi technique. Donc pour la partie, on va dire, grand public, on a réintégré en interne la notion parce on a monté on a monté en puissance et que c'était aussi l'objectif de la GDN de nous accompagner et de nous rendre la main quand on est vraiment en capacité de le faire. Donc ça, le conseil au particulier, on l'a récupéré, mais on a encore effectivement beaucoup d'actions sur lesquelles on est appuyé et en l'occurrence sur la partie très technique d'accompagner les communes. Et maintenant aussi, on a un volet pour accompagner les entreprises. La GEDEN reste notre partenaire particulier. Alors, moi, Laurent m'a dit, il faut que tu racontes une histoire. Donc, je vais essayer de vous raconter une histoire. Premièrement, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a créé donc, cette communauté en 2009. Dans cette communauté de communes a été mis en place une vice-présidence au développement durable. Donc la communauté de communes, elle a fusionné cinq communautés de communes qui existaient, plus cinq communes qui n'étaient pas dans des communautés de communes. Aucune n'avait cette démarche de développement durable ou de réflexion de ce type-là. Et donc, effectivement, ça a été la volonté du président de l'époque de créer une présidence développement durable donc, qui fléchait cette réflexion en cours. Euh, ce vice-président a mis en place un premier plan climat, air, énergie, territoire de manière volontaire, qui a été élaboré en concertation avec les élus de manière très forte. Donc, ça a été un vrai temps de réflexion sur ces sujets-là parce que le politique était très volontaire sur le sujet et le vice-président, en l'occurrence, très moteur sur cette question de faire face effectivement aux enjeux climatiques, aux enjeux de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie, d'adapter le territoire, etc. Donc cette démarche, elle a été très forte en 2013. Et puis, dans le cadre de ce plan climat, énergie, territoire, qui n'était pas encore un PCAET à l'époque, même si on avait mis une dimension R, est ressorti dans le travail qui a été effectué, l'élaboration, cette volonté forte d'accompagner les communes. Et quelque chose qu'on avait déjà identifié avec la GEDEN à l'époque quand on travaillait ensemble. Et du coup, ça a été vraiment marqué dans le plan climat de mettre en place des outils, des dispositifs pour tirer la rénovation vers le haut, pour accompagner les communes, pour leur permettre effectivement d'aller vers cette rénovation énergétique et de faire face effectivement à ce défi. Et puis, dans la suite du plan climat, on s'est engagé dans la démarche territoire et énergie positive
et bénéficié de financements TEPCV qui ont permis d'enclencher certaines dynamiques, on va dire, et ensuite, une fois que ça a été enclenché, il y a des choses qui sont restées et sur lesquelles on n'a pas re-questionné les élus sur le fait de continuer ou d'annuler. Donc, je vous ai fait un petit récap un peu en essayant de retrouver quelques. C'était sympa d'ailleurs. Merci Laurent de m'avoir permis de me replonger un peu dans cet historique. En 2014, on a lancé le Conseil en énergie partagée. On avait travaillé, alors je ne sais plus quand est-ce que remontaient certains projets comme Mounty sur lesquels on avait travaillé. On s'était interrogé d'ailleurs avec Laurent à l'époque sur l'accompagnement des communes. Il y avait le Conseil en énergie partagée avec le définancement de l'ADEME. On a discuté avec le CEDI à l'époque, hein, donc TE38 aujourd'hui, pour pouvoir effectivement mettre en place ce CEP. Et pour vraiment le mettre en place, on est allé le vendre dans les communes et on a cofinancé euh, ce service pour permettre aux communes de rentrer dans cette question de je gère mieux mon patrimoine parce que je le connais mieux et j'ai cette vision de combien il consomme et de ce que je peux faire. Voilà, donc on a essayé de créer une dynamique, c'est suite au plan climat, c'est une des premières actions. Ensuite, avec l'aide de la GEDEN, on a mis en place une enquête énergie auprès des communes pour justement faire remonter auprès des élus les besoins. On a eu pas mal de réponses et on a eu effectivement une vision descriptive, calendrier, budget, probabilité de rénovation. On a plus de 130 projets. Alors, du projet dans l'idée, vraiment, il est prêt à partir, j'ai une idée, il est dans un tiroir. On avait vraiment demandé aux communes de nous faire remonter tout ce qu'elles avaient et tout ce qu'elles imaginaient faire. Et puis dans le même temps, on a aussi mis en place un certain nombre d'ateliers pour les élus et les techniciens, donc avec la GEDEN, dont l'objectif était de faire monter en compétences. Alors le mot est pas très joli, mais c'était un peu l'idée de rendre, on va dire, plus à même de comprendre les sujets de la rénovation, les élus, les techniciens. Alors les techniciens, dans beaucoup de communes chez nous, c'est les élus les DGS, voilà, puis les plus grosses communes. Donc, on leur a fait découvrir les énergies renouvelables avec des parcours. On les a emmenés sur des sujets comme la transition énergétique et le PLU. On avait monté à l'époque, maintenant quelque chose qui est un peu plus, mais on l'avait effectivement monté de toutes pièces. On a été pas mal moteur avec avec la GEDEN pour monter des sujets d'ateliers à cette époque. Maintenant, il y a des choses plus normées, mais à l'époque, on a vraiment inventé des choses et, entre autres, rénover mon bâtiment public, passer de la contrainte à l'opportunité pour effectivement montrer que c'est pas que de la contrainte et c'est pas des fois que de la rénovation énergétique. Donc, on avait une dynamique qu'on a enclenchée à la suite du plan climat. Qui était déjà un peu présente avec une volonté forte politique. Et puis, en 2017, on a créé trois appels à projets. Un sur la rénovation thermique des bâtiments publics et énergie renouvelable. Un deuxième sur la rénovation thermique des logements communaux, parce qu'il se trouve qu'effectivement, il existait des appels à projets pour la rénovation des bâtiments qui appartenaient aux organismes HLM, les bailleurs sociaux. Il y avait des aides hein, qui existaient pour accompagner cette rénovation-là. Et il y avait un trou dans la raquette qui était les logements d'ailleurs souvent sociaux mais gérés par les communes. Donc, on est allé prendre un peu d'argent sur ces budgets, c'est un peu colossaux pour la rénovation des bailleurs sociaux, parce que ça atteint très vite des grosses sommes, et on est allé prélever effectivement pour avoir cette rénovation des logements communaux, donc en accord avec le vice-président à l'habitat, ou la vice-présidente, et puis une démarche sur la rénovation de l'éclairage public. Voilà. Alors, on a eu quelques fonds. Tout à l'heure, je vous rappelle, on avait les financements TEPCV, donc sur la rénovation de l'éclairage public, c'est TEPCV qui nous a permis d'alimenter les choses. Pour la rénovation des bâtiments publics, TEPCV ne nous permettait pas de faire un fonds, donc on a financé quelques communes. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Il faut reconnaître que TEPCV est venu à un moment donné, est arrivé à un moment opportun pour pouvoir lancer quelques dynamiques de rénovation, montrer que ça marchait
et pouvoir effectivement dire aux élus, on va continuer, même si on avait des vice-présidents qui étaient plutôt convaincus de la démarche. Je vous ai mis le petit bilan à fin 2018 que j'ai retrouvé, c'est-à-dire qu'effectivement, on lance ces appels à projets en 2017. Et en 2018, on a 42 communes sur 46 qui ont répondu et qui ont candidaté. Alors parfois sur simplement que de l'ingénierie, hein, pas forcément sur des projets prêts à se terminer. On a eu plus de 140 projets donc, par rapport aux 130 de l'année d'avant. Donc on avait une visibilité sur le territoire des choses qui étaient prêtes à partir. Euh, on a multiplié par 4 les projets communaux qui étaient accompagnés par la GEDEN et à l'époque, on représentait un tiers des projets isérois en termes d'accompagnement. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Grésivaudan était identifié comme chef de file de la transition énergétique et on avait des projets qui étaient tirés vers le haut parce que nos appels à projets, évidemment. Donc, pourquoi identifié comme chef je reprends les deux choses que j'ai mis en bleu identifié comme chef de file de la transition énergétique parce qu'on a eu de cesse de répéter depuis 2014, enfin et depuis surtout 2016, que ce soit dans les ateliers ou quand on présentait les appels à projets, de dire venez nous voir dès que vous avez une idée, dès que vous avez envie de faire quelque chose, on mettra à votre disposition de l'ingénierie pour vous accompagner. Donc, même si c'est encore une idée, n'attendez pas d'être au bout du projet parce qu'il y a des choix. Donc, ça, les ateliers, le discours qu'on a tenu pour effectivement bien expliquer que plus on s'y prenait tôt, plus c'était facile effectivement de faire évoluer le projet, que la GEDEN était là pour apporter un conseil précieux d'experts pour pouvoir effectivement accompagner ça pouvait être dans une relecture de cahier des charges dans une solution technique, ou pouvoir discuter avec le bureau d'études sur une solution technique, pour pouvoir effectivement s'assurer lors d'une réception de travaux un peu complexe que ce qui avait été demandé était bien fait. Donc, plus c'était mis en amont, y compris dans le cahier des charges, plus c'était simple d'avoir un projet. Et donc, je reviens à la deuxième partie, tirer vers le haut. Et que c'était vraiment notre objectif, c'était d'avoir des projets ambitieux, qui devait être ambitieux, avec plusieurs postes. Donc, on n'accompagnait pas une commune qui venait nous voir en disant je veux juste changer mes, euh, mes fenêtres. On n'allait pas la financer. Par contre, comme elle était venue nous voir pour nous demander de changer ses fenêtres, on lui disait mais écoutez, ce qui peut être intéressant, c'est que vous rencontriez quand même nos experts de la GEDEN qui nous accompagnent sur la partie technique pour faire un petit bilan. Et du coup, dans ce cas-là, le conseiller rencontrait la commune et puis finalement se rendait compte avec la commune que ben, c'était pas changer les fenêtres qui était important, c'était peut-être la rénovation énergétique des planchers, des plafonds, de la façade. Et du coup, d'une petite entrée, d'une entrée peut-être pas pertinente au départ, on arrivait effectivement à élaborer avec la commune un projet plus ambitieux qu'on allait pouvoir avec eux découper en plusieurs tranches. Et la GEDEN sur cette partie-là a été vraiment force de proposition pour pouvoir permettre d'avancer dans le projet et de pouvoir effectivement, et d'où l'idée en disant, voilà, les ateliers, passer de la contrainte à l'opportunité, la rénovation, etc. On les a aidés à se construire une méthode ou un processus, en tout cas les communes, pour pouvoir réfléchir sur le sujet. Donc ça, on les a créés en 2017. Voilà, donc 3 appels à projets. La rénovation thermique des bâtiments publics et des énergies renouvelables. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, donc une aide à l'ingénierie. Donc, on accompagnait donc la GEDEN, on missionnait la GEDEN pour des visites sur place si besoin. Donc ça, c'était compris dans notre convention triennale. Donc chaque année, dans la convention triennale, on prévoit un certain nombre de jours pour accompagner les projets des communes. Voilà, avec un point régulier, s'il y a des communes qui demandent plus d'accompagnement, moins d'accompagnement, des fois des sujets qui sont un peu à la limite. Donc, on a ce temps de concertation avec la GEDEN. Et donc, c'est une convention de partenariat. Donc, parfois, ils vont nous expliquer pourquoi c'est important de peut-être accompagner plus cette commune. Parce que là, il y a vraiment des enjeux derrière. Donc, l'aide à l'investissement, c'est via des fonds de concours.
Parce que comme on est une communauté de communes, on ne peut pas verser une subvention à nos communes. On ne peut intervenir que dans le cadre d'un fonds de concours. Donc un fonds de concours, c'est quoi? C'est une fois que la commune a fait son plan de financement et a donc déterminé son reste à charge, la communauté de communes ne peut intervenir que sur 50% de ce reste à charge. Donc il faut que dans le cadre de ce mécanisme, qui est un mécanisme normé et réglé par la loi, puisque donc, je vous le rappelle, les communautés de communes ne peuvent pas subventionner leurs communes que par des fonds de concours. C'est donc 50%, maximum 50% du reste à charge. Ça peut être un peu, ça peut être moins. Nous, on est basé sur 50% du reste à charge. Donc voilà, et notre budget, on a donc 450 000 euros par an. Ce sont des fonds propres et maintenant on a ces rénovations NR et éclairage public. Parce que l'éclairage public, au départ, c'est donc, vous l'avez juste en dessous, c'était une aide au départ entre 2017 et 2019, c'était des fonds TEPCV. Et donc, on finançait les communes se faisaient financer à 80% par TFCV et nous, on finançait 20% pour le reste, quoi. Voilà. Sur les fonds propres et les 20% étaient encore 50% de reste à charge. C'était un peu une usine à gaz, mais ça a bien fonctionné parce que les communes ont bien compris que là, il y avait du budget, qu'elles étaient très fortement euh, financées et du coup, on a travaillé avec TE38 pour avoir effectivement un lien sur les dossiers. Donc, l'AGEDEN nous a aussi accompagnés sur cette première phase. On a un peu simplifié ça depuis, mais dans la première phase, on avait effectivement des échanges AGEDEN, TE38 et Grésivaudan pour accompagner sur la rénovation énergétique de l'éclairage public. On a quand même pas mal contribué à éradiquer des éclairages boules et voilà. Donc depuis, on a un peu simplifié et maintenant on finance au point lumineux et on est vraiment adossé à TE38, c'est-à-dire que TE38 fait effectivement la partie rénovation énergétique, enfin traite le dossier. À partir du moment où TE38 l'a traité, on récupère l'arrêté et on vient contribuer derrière. Voilà. Et pour les collectivités qui ne sont pas adhérentes à TE38, on en a encore deux, trois sur notre territoire, on déduit s'ils avaient été à TE38, ce qu'elles auraient reçu comme subvention, et on vient comme les autres subventionner que sur la part du reste à charge, sauf qu'elles n'auront pas touché l'aide de TE38. Voilà. Et Je puis te la demande juste rénovation. Ouais, d'accélérer un vas-y, tout petit vas-y. peu. Non, non, c'est juste qu'il est 12 heures et que. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Et ben, les termes thermiques des logements communaux, on en a parlé, on y va. Là, c'est un plafond par. Il me reste 3 diapos, Oui, hein, oui, donc oui, tout à voilà. fait. Voilà. Et donc, on est aussi sur fonds propres et depuis, c'est l'appel à projet géré par le service Habitat. Et donc, voilà. Et là, on est. Alors, sur la rénovation thermique des logements communaux, on est un peu moins exigeant que sur les bâtiments publics. Parce que l'objectif, c'est quand même voilà, de permettre d'améliorer. Et là, on peut aller plus sur du poste par poste, là où on est beaucoup plus exigeant sur les bâtiments publics, sur des démarches globales. Alors, le bilan, voilà, je vous ai donné donc, les montants engagés. Vous voyez qu'ils augmentent chaque année. On met 450 000 euros par an, mais on ne les dépense pas toujours, parce que des fois, les projets ne se terminent pas. Voilà, on a à côté, en même temps, donc on a des comités d'agrément financier où l'AGEDEN fait tout le travail en amont d'études du projet, hein, puisque quand on vient présenter, il faut effectivement expliquer aux élus qu'on est bien dans un projet exemplaire, qu'on respecte bien tous les critères qu'on s'est posés. Et donc, on décide du montant, enfin, on décide du montant. Une fois aussi qu'on a tout le détail, on voit effectivement combien on peut donner aux communes. Moi, ce qui me semble important, c'est que dans ce bilan, au-delà d'un bilan financier, c'est qu'on a vraiment engagé une dynamique et qu'aujourd'hui, le Grésivaudan et la GEDEN sont vraiment repérés comme des acteurs accompagnants. C'est-à-dire que pour certaines communes, elles vont appeler la GEDEN et nous, on fait le lien puisqu'on est en partenariat. Parfois, elles nous appellent nous et on fait le lien avec la GEDEN. Enfin, on est une commune. Alors là, avec la nouvelle mandature, c'est ce que j'ai mis dans les choses à mettre en place derrière.
Il faut peut-être qu'on remette, qu'on réexplique, parce qu'avec le Covid, il y a des choses qui se sont perdues. Mais voilà, pour nous, c'est une vraie. Voilà, donc bon, ça c'est une carte des projets énergie entre 2016 et 2023, des projets recensés qui n'ont pas forcément démarré, des projets qui ont été accompagnés, des projets qui ont été accompagnés avec une aide du Grésivaudan, et puis des accompagnements avec des aides en cours de validation. Donc voilà, globalement, à part peut-être bah voilà, deux communes sur 43 qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment bénéficié d'aide et d'accompagnement. Toutes les autres communes ont vu de près ou de loin, ont eu accès de près ou de loin à cet appel à projet. Voilà, donc la suite, c'est ma dernière diapo. Donc sur la rénovation bâtiment à UNR, l'élu a souhaité qu'on se repose la question, parce que voilà, on ne l'a pas bougé depuis longtemps, par exemple de valoriser encore plus les matériaux biosourcés, parce que dans la grille de critères, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais on a une grille de critères où on coche et en fonction du nombre de points, on est plutôt sur un montant, enfin, par rapport aux 50% du fonds d'aide. Il y a des bonus sur les démarches encore plus exemplaires, et on pourrait effectivement mettre encore plus de poids sur certains éléments comme les matériaux biosourcés, par exemple. Donc ça, c'est une réflexion qui va venir pour adapter l'appel à projet. La deuxième chose, c'est de rendre encore plus visible l'exemplarité des communes, c'est-à-dire que dans notre appel à projet, l'idée, c'était aussi d'accompagner les communes pour qu'ensuite les communes puissent montrer l'exemplarité auprès des habitants pour que ça fasse un peu ricocher et permettre effectivement d'une prise de conscience de tous les acteurs, les habitants et entreprises. Et aujourd'hui, on n'est pas très fort sur ces questions-là, faute de temps à y consacrer. Voilà, renforcer l'action avec les communes. Donc on est dans la deuxième, on va rentrer dans la phase de notre deuxième plan climat. Et par exemple, dans notre appel à projet, on a mis un certain nombre d'exigences qui est préalablement, la commune doit justifier d'un suivi énergétique, elle doit communiquer après les travaux, elle doit, pour l'éclairage public, nous donner, avoir une réflexion sur l'extinction, sur les points lumineux. On va être honnête, aujourd'hui, on n'est pas violent sur le contrôle. On va être très, très assidu et très présent sur le projet en lui-même, hein, en termes d'exemplarité pour la rénovation. Mais tout un peu ces préalables qu'on a fait monter en puissance, je trouve aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soit plus exigeant et de manière à ce que effectivement nos communes montent aussi en compétence sur ces questions-là, et que maintenant c'est bon, elles doivent toutes avoir cette démarche-là. Et puis, je vous parlais tout à l'heure, relancer euh, les ateliers sur la rénovation avec les communes, parce qu'il faut toujours mobiliser, et qu'effectivement, nous, on a trouvé qu'avec les nouveaux élus qu'on n'a pas pu, euh, euh, auxquels on n'a pas pu réexpliquer la démarche, voilà, ça mériterait aujourd'hui, parce qu'il y avait le Covid, de peut-être se réinvestir sur ces sujets-là. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter les uns les autres, même si je connais un peu une partie de votre Mm. histoire, mais il y a toujours des choses à découvrir. On a peut-être le temps de prendre une question, mais pas beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un a une question pour Anne? Non, pas plus que ça. On reviendra vers toi de toute façon. J'ai noté deux, trois trucs, mais je note quand même par rapport à l'exemple précédent, déjà c'est complètement différent. Mais il y a cette histoire de fonds de concours qui me parle pas plus que ça. Il faut que je creuse ça. Et puis la collaboration avec la GDN d'un côté, avec TU38 de l'autre, avec CAUE. Et on voit bien que là, il y a un jeu d'acteurs intéressant. Sur l'Ardèche, il était plus vers la DZT, et là, il est avec d'autres acteurs. C'est intéressant de creuser ça. Bah, c'est vrai que sur notre territoire, on a des Mm. acteurs qui sont quand même enfin, qui sont très compétents. Et du coup, l'objectif, c'était pas non plus de nous doter en interne d'un certain nombre de compétences qui existaient par ailleurs. Et donc, voilà, on a testé des choses. Et pour l'éclairage public, effectivement, voilà, la compétence, elle est chez TE38 sur c'est la rénovation. On va pas, nous, derrière, réétudier les dossiers. Donc, là où on faisait des choses sur les montants, on est passé au point lumineux, et ça va très bien. Et Mais sur les montants, là, quand même, c'est beaucoup. Vous êtes riche, en fait, ou bien? alors, en fait, oui.
Ouais, on n'arrête pas de dire que le Grésivaudan est riche pour une fois que ça sert, voilà, c'est sur ces questions-là. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les montants, alors là, ils sont calés jusque 2026. Effectivement, en plus ça, bon, le Grésivaudan fonctionne, un de ses ADN, c'est aussi d'accompagner les communes, hein, et enfin, c'est l'ADN de notre président actuel, donc de dire il faut qu'on accompagne les communes. Donc, on est quand même dans une démarche qui est ambiante, voilà, qu'on avait nous initiée et qu'aujourd'hui c'est être aux côtés de ces petites communes qui n'ont pas les moyens. Et ça parle bien à notre président. Et après, effectivement, on a un budget par an qui est pas toujours totalement utilisé. Et d'un budget, et le budget, il est commun ENR et éclairage public. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Ah, je me permets une. Oui, Excusez-moi, vous m'entendez? oui, Oui, oui. oui, c'est bon. Nous aussi, sur notre territoire, il a été mis en place en effet un fonds de concours avec des bonus. Ça marche très très bien parce que nous avons calé les bonus en fonction aussi de notre CRTE qu'on a mis en place avec la sous-préfecture. Donc nous, on a un cahier des charges de la sous-préf avec des critères de notation et on a décidé d'attribuer des bonus sur ces critères-là. Ce qui fait que ça double bénéf pour les communes, qui à la fois ils s'assurent en respectant ces critères d'avoir un fonds un peu plus important de subventionnement du coup par ce fonds de concours et ils se placent globalement en tête des dossiers qui risquent d'être subventionnés par notre sous-préfecture. Mm. Donc ça marche super bien. Moi, voilà, retour d'expérience pour l'instant, ça fait pas très très longtemps qu'on l'a mis en place, mais ça roule bien. Voilà. On le rajoutera, mais ça me fait penser que c'est vrai que là, à minima tous les trois, mais tous les autres aussi, puisqu'il y en a pas mal qui font des financements, transmettez-nous vos grilles de critères, qu'on les Ah mette à oui, bien sûr. Mm. disposition collectivement, et puis on reviendra vers vous sur les jeux d'acteurs tels que tu viens de les évoquer. Merci beaucoup. On va passer au dernier témoignage, celui du ciel, avec l'appel à projet Rénolution. Alexandre, je te laisse partager l'écran. Oui. Est-ce que c'est OK? Vous voyez? Ouais, super. Ok, très bien. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, donc Alexandre Chabert pour le ciel. Donc moi je vais vous parler de l'appel à projet Rénolution. Avant ça, rapidement, un petit rappel sur le ciel. Donc on est le syndicat d'énergie de la Loire. On travaille pour nos collectivités qui sont nos 323 communes, 10 intercommunalités et le département. Et au sein des différentes compétences qu'on propose, on a un pôle transition énergétique qui regroupe un ensemble de compétences optionnelles pour nos adhérents, qui sont SAGE, donc c'est le service d'assistance à la gestion énergétique, c'est en gros les économes de flux, donc suivi de consommation des bâtiments et préconisation de travaux. On a une unité télégestion où là on vient installer des systèmes de télégestion, donc des GTB au niveau des bâtiments pour le pilotage et la régulation des systèmes. On a un groupement d'achat d'énergie sur l'électricité, le gaz et le bois. On déploie des ENR thermiques, soit avec une maîtrise d'ouvrage ciel, soit simplement en maîtrise d'œuvre. Donc ENR thermique, ça va être principalement chaufferie bois, mais également géothermie et dans une beaucoup moindre mesure le solaire thermique. La même chose pour les ENR électriques. Donc là, c'est principalement du photovoltaïque avec toiture, ombrière et on a une centrale au sol également. Et puis on a une mission énergie-climat-territoire plutôt sur les volets planification énergétique, donc ce qui va être animation de plan climat volontaire, animation de l'outil Prosper Action et puis la mise en place d'études prospectives. Là en ce moment par exemple on travaille sur la valorisation énergétique des boues de stations d'épuration. Donc en ce qui concerne le SAGE, donc comme je vous le disais, c'est l'équivalent économe de flux, conseiller en énergie partagée, etc. Donc l'idée c'est d'accompagner les communes, enfin les collectivités aux économies d'énergie pour leurs bâtiments. Donc ça consiste en un suivi des consommations, des audits, mesures, études, et puis pour arriver sur des préconisations de travaux ou d'usage de façon à réduire ces consommations d'énergie.
et par voie de conséquence les émissions de GES et la facture en coût de fonctionnement des collectivités. Donc ça, c'est la base du SAGE. Et ce dont on s'est rendu compte par rapport à l'historique de la mise en place de Rénolution, bah, c'est bien de faire des préconisations, mais il y a aussi, on le disait tout à l'heure, la question du financier pour passer à l'action. Et donc, pour pouvoir rendre plus concrètes ces préconisations, pour pouvoir passer à l'action, il y avait un besoin d'ingénierie financière. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été mis en place l'appel à projet Rénolution, donc qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui et qui est donc un dispositif qui est réservé aux adhérents du SAGE, un petit peu à l'image de ce que disait Julien tout à l'heure pour l'Ardèche. Donc Rénolution, donc ça a été créé en 2018. C'est un dispositif d'aide financière sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et c'est principalement, je dis principalement parce qu'on abonde, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est principalement financé par les C2E issus de travaux sur la maîtrise de la demande énergétique. Donc Rénolution, le concept, c'est un cercle vertueux où on part d'une enveloppe initiale qui consiste en la vente d'un certain nombre de certificats d'économie d'énergie sur lequel le ciel vient abonder en fonds propres cette enveloppe. Derrière, on lance l'appel à projet, les collectivités adhérentes au SAGE candidatent. Les travaux doivent se faire sous un délai de 2 ans. On collecte les C2E qui sont générés, on les vend. Du coup, ça nous régénère une enveloppe pour la prochaine édition, pour les éditions futures de Rénolution. Donc nous aussi, comme ça a été le cas pour les collègues précédents, on a nous aussi un barème pour définir le montant de l'aide. Donc on a trois grandes thématiques. On a l'isolation de l'enveloppe, avec tout ce qui va être isolation des combles, des murs, du plancher, etc. On va avoir des points pour, donc dans le barème des critères, des choses sur les équipements techniques, sur la mise en place de ventilation, des travaux sur l'éclairage intérieur, mise en place de télégestion, etc. Et puis on a un troisième bloc de critères complémentaires, où là on va prendre en compte l'étiquette énergie avant travaux, par exemple du bâtiment. Si on part d'un bâtiment qui est D, E ou F, eh ben, ça accorde un point parce qu'on se dit que c'est une cible prioritaire. On va avoir, si le bâtiment se trouve dans une commune rurale, là aussi, ça fait un point d'office. Donc, disons que pour les petites communes qui ont moins de moyens, c'est plus facile d'aller chercher des points pour avoir accès à ces financements, à ce financement Rénolution. Donc, il y a une prise en compte des niveaux d'exigence des fiches C2E pour les actions qui sont couvertes par des fiches. Ça ne veut pas dire qu'on a pris toutes les fiches C2E comme étant éligibles à Rénolution, mais par contre, on a des actions qui s'inscrivent en conformité avec les recommandations, les exigences minimales des fiches. Et pour autant, on a des points qui sont complètement décorrélés de fiches. Typiquement, la commune rurale, ben voilà, ça c'est un critère qu'on a ajouté qui n'est pas en lien avec une fiche C2E. Donc ensuite, ben, on vient cocher les cases, on vient voir combien on a de points, et ensuite on a une aide qui dépend du nombre de points qu'on a sur le projet. Et donc vous voyez en fonction, en bas à droite de l'écran, vous voyez votre note et le taux d'aide en fonction. Donc on va de 20 à 35% d'aide selon le nombre de points, et on a un plafond qui est de 20 000 euros par projet. Donc, comme je vous le disais, dans le cadre du projet, de l'appel à projet Rénolution, du coup, les collectivités laissent au ciel l'intégralité des C2E des travaux subventionnés, puisque du coup, c'est ça qui permet l'enveloppe mutualisée derrière pour les éditions futures. On a une date de limite de dépôt qui est début février. Ensuite, on a un jury qui se réunit, un jury qui réunit des élus du Bureau du Ciel, mais aussi des élus du territoire. On a un GT Transition énergétique qui regroupe des élus du territoire, et c'est lors de ce GT qu'on fait le jury. Donc bon, globalement, le jury valide l'ensemble des projets. Il n'y a pas tellement de surprises. Enfin, l'ensemble des projets qui sont complets, dont la complétude a été vérifiée par les techniciens sages. On informe les collectivités comme quoi elles ont bien été retenues à l'appel à projet Rénolution. Les travaux sont à engager dans un délai d'1 an et à terminer sous 2 ans. Et ensuite, les aides sont versées après la fin des travaux et le dépôt des C2E. Voilà, en termes de bilan, bilan qualitatif, on va dire d'abord, sur les points positifs.
C'est quelque chose qui est particulièrement efficace pour soutenir un nombre important de petits projets parce que, parce que ce plafond de 20 000 euros, enfin, on peut vite récupérer des points et aller chercher de la subvention. Et donc, ça peut être un levier pour des projets avec un coût d'investissement qui est assez faible. Le bémol à ça, si je vais dans les moins, c'est que par contre, la somme unitaire, elle est trop faible pour avoir un impact sur des rénovations lourdes ou ambitieuses. Donc voilà, c'est un bon levier pour les petits projets, mais pour les gros leviers, c'est une goutte d'eau par rapport au financement global. 12 plafonds aussi à 20 000 pour pas se faire euh, démolir l'enveloppe, pour dire comme ça, par quelques très gros projets qui viendraient consommer l'enveloppe. Deuxième point positif, c'est que les fiches C2E ça incite les collectivités à jouer le jeu des fiches C2E et à avoir un certain niveau d'exigence sur les actions qui sont mises en œuvre, sur les rénovations qui sont faites. Donc au moins ça garantit voilà un critère minimal de performance. Et puis l'autre point positif, c'est que c'est tout bénef pour les collectivités puisque la valorisation des C2E elle est faite sans frais de gestion de la part du ciel. Donc ils retouchent une subvention qui est intéressante de ce point de vue. Et donc les points de vigilance, les points plutôt négatifs, le premier j'en ai parlé, et le deuxième, c'est un cercle vertueux certes, mais qui n'est pas autosuffisant. Et donc ça nécessite un abondement du ciel, donc c'est à peu près 25% d'abondement et 75% de C2E. Si on considère qu'on est sur un budget annuel d'1 million et qu'on vend pour 750 000 euros de C2E par an. Voilà, et en termes de quantitatif cette fois. Donc depuis 2018, on a reçu 550 candidatures. On a pu subventionner 475 projets qui étaient éligibles. Ça fait un montant d'aide Rénolution de 600 millions, de 6 500 000, pardon. 600 millions, peut-être un jour. Un montant total des projets à 134 millions. Mais pour autant, on finance que ce qui est éligible. Et donc, sur ces 134 millions, on avait 46 millions éligibles pour versement des aides Rénolution. En termes de gigawattheure Cumac générés avec les C2E, on est à 156,9 gigawattheures. Voilà, et en termes de perspective, ça a été dit juste avant par la collègue de la GDEN, nous aussi, le barème, il est amené à évoluer. Tous les ans, on remet à jour le règlement et notamment cette partie barème et critères selon les retours terrain de l'ensemble des techniciens sages et les points limitants qu'ils peuvent voir ou des actions sur des nouveaux sujets qu'on voudrait mettre en place. Donc là, un exemple, c'est on prenait en compte l'étiquette énergétique. A priori, pour l'année prochaine, on va prendre en compte l'étiquette GES, ce qui permettra de favoriser des changements de vecteur énergétique sur le chauffage pour favoriser la décarbonation. Voilà, donc simplement dire que c'est quelque chose qui est en permanente évolution et que ça sera en permanente évolution au moins jusqu'à 2026, puisqu'on a on a le feu vert des élus avec une volonté politique de poursuivre ce dispositif à minima jusqu'à la fin du mandat. Donc on verra ensuite ce qui se passera, mais au moins jusqu'en 2026, Rénolution se poursuit pour les collectivités de la Loire. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais Super. Ben, rapide et synthétique. c'est beaucoup. Donc, du coup, tu me rappelles le nombre de communes, j'ai pas retenu dans la Loire, là? Alors, 400. on a 323 communes, mais on a 200, entre 285 et 290 adhérents au SAGE. Voilà. Et on a aussi des intercos qui sont adhérentes au SAGE pour leur patrimoine propre. Ah oui. Voilà. Mais parce que du coup, là, on change un peu de catégorie par rapport à ce qu'on a vu avant avec le million. J'allais dire, vous êtes quand même dans le haut du panier en termes de quantitatif, mais même aussi en nombre de dossiers, hein. C'est qu'on a un périmètre aussi départemental qui est important et pas mal d'adhérents, ouais. Et qu'on a démarré cette valorisation des C2E depuis un petit moment. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est ouvert aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à ouvrir le micro, mais à Alexandre, mais pourquoi pas aussi aux autres. On peut aussi ouvrir le débat. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est toutes ces possibilités. Alors certes, il faut d'abord amorcer avec un peu de sous, mais on voit aussi que ça influe sur la relation aux communes, sur la mobilisation des communes, sur la motivation des communes,
sur la relation aux financeurs, sur la relation aux autres opérateurs. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs. Je ne sais pas si vous voulez aussi nous faire part de vos exemples. Donc d'abord les questions à Alexandre et puis le débat en général. Allô, allô, tout le monde dort? Moi, j'ai une question, Alexandre. En fait, quand vous faites un appel à projet, les communes, elles arrivent avec leur projet. Il n'y a pas eu de temps de... C'est-à-dire que le projet est prêt à être financé, ils le présentent et vous comptez les points à ce moment-là. Il y a pas un temps d'accompagnement qui cherche à faire augmenter le projet ou j'ai pas... Bah, en fait, c'est des communes du coup qui sont, enfin des collectivités, parce qu'il y a aussi des intercos dans l'histoire, mais c'est des collectivités qui sont adhérentes au SAGE, donc qui ont Moi, au je quotidien t'entends l'accompagnement des pas. techniciens Je sais pas si SAGE. c'est moi. Allô, allô? Oui, ça y est, c'est bon. Ah, ok. Donc je disais, les collectivités qui répondent à Résolution, ce sont des collectivités qui sont adhérentes au service SAGE, donc Hmm, économe de flux, et donc qui bénéficient au quotidien de d'accord. l'accompagnement de leurs techniciens SAGE bah, voilà, qui est disponible sur coup de fil, à volonté, pour ce qui est des conventions classiques, par ces collectivités. Donc si, il y a un accompagnement au quotidien et ces techniciens sages, euh, dans un monde idéal, disons que la candidature à Résolution, elle est la suite logique du bilan de consommation annuel, d'une Hmm, préconisation de la part du technicien sage, et qui est, comme disait Julien tout à l'heure, qui est suivi des faits par des travaux que Résolution permet de favoriser et de favoriser le passage à l'acte. Et, euh, et là-dessus, les techniciens sages sont aussi à disposition de leur collectivité pour les aider à compléter le dossier, à obtenir les différentes pièces pour déposer la candidature. Donc, il y a un accompagnement en amont hmm, et puis en d'accord. aval, puisque derrière, si la collectivité poursuit son adhésion au SAGE, bah, elle bénéficie toujours de l'accompagnement de son technicien. Mais Ouais, Donc du ça, coup, ouais. vous faites un seul jury par an quand même, alors que les autres sont au fil de l'eau, là. C'est pas un handicap, ça, quand même, de le faire une seule fois par an? Jusqu'à maintenant, je j'ai pas ressenti que c'était un handicap en particulier. Il faut un peu d'anticipation. Peut-être le bémol qu'on a par rapport à ça, c'est que du coup on a des collectivités qui s'inscrivent dans l'appel à projet, mais qui en fait les travaux ne sortiront pas. Peut-être elles s'assurent que de toucher la subvention potentiellement. Elles s'inscrivent, elles candidatent. Mais en fait, c'est peut-être pas encore complètement mûr. Et parfois, bah, au bout d'un moment, ça fait 2 ans qu'on a qu'on a le dossier inscrit dans le Résolution. Et en fait, il s'est rien passé, donc ça sort naturellement. Donc c'est peut-être le bémol de vouloir faire un jury annuel qui, du coup, pour pas rater la date, bah, incite à l'inscription pour des projets qui peut-être parfois ne verront pas le jour. Ça peut être ça le bémol. Hmm. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça inspire d'autres réactions des autres participants. Là, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Bien sûr, c'est juste 3 témoignages, mais c'est déjà 3 témoignages. Je sais pas. Ouais. Il y a une N'hésitez pas question à dans prendre. le chat, là, Laurent, pour Alexandre. Combien de TP vous avez au SAGE? Alors, combien de TP on a au SAGE? On a 12 techniciens SAGE. En fait, ils ont alors, du coup, ça colle pas avec les chiffres, mais on dit qu'en général, c'est 30 communes, enfin 30 collectivités par technicien sage. Et donc, chaque technicien sage a un secteur. En général, les secteurs sont calés sur les périmètres d'intercommunalité. Parmi ces 12, on en a un qui est dédié au CD42, parce que le département, avec un grand D, adhère également à la compétence sage pour ses collèges, par exemple. Et chaque technicien sage donc a un secteur et souvent a une spécialité ou un sujet sur lequel il est en veille. Voilà, et c'est aussi ça l'intérêt qu'ils soient tous dans les mêmes locaux pour cette mutualisation des expertises au sein d'une même équipe. Voilà. Et c'est vrai que je suis en train de réfléchir, mais dans les 3 exemples, j'y avais pas pensé. Mais du coup, vous faites tout en interne avec une forte implication des techniciens sages. Le Grisivaudan, lui, s'appuie sur la GEDEN qui apporte cette compétence d'accompagnement en externe. Et Julien, lui, finalement, c'est un peu moins, mais par contre, il accompagne les projets de façon complètement différente. Et donc, effectivement, on montre là tout un éventail qu'a la collectivité à sa disposition. Collectivité, je parle d'un syndicat d'énergie ou un EPCI ou autre.
pour intervenir. C'est-à-dire, soit elle le fait en interne, il me semble que c'est le cas d'ailleurs CCSB aussi, c'est toi qui fais l'accompagnement, Ça. ou bien externaliser à un acteur du territoire, ou bien intervenir, comme l'a dit Julien Caronnet au SDE 07, juste en amont et en aval. Et finalement, l'essentiel du projet, ils interviennent pas lourdement. C'est ça, hein, Julien? C'est ça, ouais. Et vraiment, là, on a tout un éventail de possibilités qui montrent qu'en gros, tout le monde doit pouvoir le faire, quoi. Euh, Nous, oui, on est aussi en lien avec, enfin, du coup, le partenaire supplémentaire, effectivement, on en parlait tout à l'heure, TO38, puisque comme on a un conseil énergie partagé dans certaines communes, du coup, le CEP va jouer aussi ce rôle-là de détecter les projets, du coup, d'en avertir la GDEN qui fait le lien avec nous. Enfin, voilà, le tu as partenariat, raison. il Dans votre marche. cas, c'est encore une dimension supplémentaire, puisque finalement, il y a le CEP qui est assuré par le syndicat et l'accompagnement Ouais, par la GDEN en complément. Donc, c'est voilà. vraiment, ça montre bien que chacun peut avoir un rôle dans le business, si je puis dire, euh, Oui, tout à fait, bien sûr. et aboutir au résultat. Mm. Il y a d'autres questions, d'autres réactions? Non, pas plus que ça. Eh ben, c'est super, on va en rester là. On arrive juste à l'heure. 28, ça c'est pas mal. Merci à tous. Non, c'est vraiment très intéressant et je pense que je vais commencer à dresser une petite grille. Ce que je viens de dire, ce qu'on vient d'échanger là, me fait dire qu'après tout, on pourrait se dresser une petite grille avec les différentes solutions ou possibilités. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, finalement, chacun peut tricoter ce qu'il veut en fonction de son contexte, sur son territoire, des sous qu'il a. Parce qu'on a bien vu aussi avec Julien ou même avec les autres témoignages, que des fois, il suffit d'amorcer un peu la pompe et ça nous donne voix au chapitre ou ça nous met dans le jeu d'acteur des financeurs. Il y a cette question de relation aussi au PCAET qui me semble vraiment très, très intéressante, qui n'est pas présente par exemple dans le 42, en tout cas un peu moins. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. En attendant, tous les trois, merci. Alors, Alexandre, j'ai pas ta présentation. Et pour les autres, tout ce que vous pouvez m'envoyer sur vos dispositifs, notamment les critères, ça m'intéresse juste pour mettre à disposition de tout le monde et que chacun puisse s'en inspirer. Et puis, tous ceux qui sont présents et qui ont aussi des dispositifs, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos critères ou vos dispositions de financement. Ouais, je te remettrai à jour le PowerPoint. Je Ouais, rajouterai juste une diapo sur la circulation que j'avais pas faite, la ouais. manière dont ça fonctionne. Voilà. Mais ouais, ouais, ok, pas de souci. Moi, je vous Merci envoie beaucoup. ça et En je vais tout voir cas, avec les collègues de la GDN parce que sur certaines questions, ils sont bien plus techniques que moi. ouais, Je vais revoir avec Alexandre et puis Anaïg, super. Moni. Pas de Merci souci. beaucoup, merci à tous, merci aux intervenants et merci aux participants. Et puis à bientôt. La prochaine, ce sera en décembre et ce sera sur les enquêtes de satisfaction, la mobilisation des élus internes, c'est-à-dire comment j'arrive à convaincre mes conseils d'administration d'avancer. Alors, ce n'est pas le cas de vous trois, mais c'est le cas de beaucoup d'autres, ne serait-ce que pour maintenir le service ou même installer un service et on travaillera là-dessus. Merci beaucoup, bon appétit, à bientôt. Ok, merci Merci, bonne Ami. Merci, journée. au revoir. À Merci, au Merci, au bientôt. revoir. revoir. Au revoir.